Bonjour tout le monde, voici le troisième et dernier chapitre du thème concernant son et musique en enseignement scientifique de première et on va voir aujourd'hui comment on numérise un son pour transformer le son produit par un instrument de musique qui s'appelle un son analogique, qui ressemble à ça, on a déjà vu un motif élémentaire dans un chapitre précédent, pour le transformer donc en message numérique qui va ressembler plutôt à ça. Alors évidemment là c'est un message numérique qui n'est pas d'une très très bonne qualité, mais le principe est là. Donc signal numérique qui correspond à des informations que vous avez sur vos lecteurs MP3 par exemple. Et bien pour passer de l'un à l'autre, on a besoin d'un appareil qui s'appelle un convertisseur analogique numérique, CAN, qui transforme le message analogique en message numérique, message binaire constitué uniquement de 0 et de 1. Comment s'y prend-on pour numériser un son? Eh bien, il y a différentes étapes que l'on va détailler. Il y a l'échantillonnage, la quantification et le codage. L'échantillonnage consiste à prélever des échantillons sur le message analogique de départ. La quantification consiste à attribuer à ces échantillons une valeur permise. Et enfin, le codage, à transformer ces valeurs permises en un code constitué de 0 et de 1. Reprenons donc la première étape qui est l'échantillonnage. L'échantillonnage consiste à couper de manière verticale le message que l'on cherche à transformer, donc voilà un message analogique, et on va découper de manière verticale ce message en bandes qui ont une certaine largeur. Alors ici horizontalement on est bien une représentation en fonction du temps, donc là vous avez une durée particulière et comme les bandes sont faites de manière extrêmement régulière, on a ici une durée qui se répète qu'on appelle la période d'échantillonnage. C'est tout simplement la période avec laquelle on va prélever des valeurs sur la courbe et on va prélever la valeur qui correspond au début de la bande. C'est-à-dire qu'à l'instant t égale 0, la courbe est située ici, et bien on va lui attribuer la valeur qui correspond donc, la valeur de la bande va correspondre à la valeur qu'avait le signal au tout début de la bande. De la même manière, quand la deuxième bande commence, donc au bout d'une durée TE, la courbe a cette valeur-là, on va attribuer à la totalité de la bande la valeur qu'avait la tension au départ, et ainsi de suite. On a donc transformé un message qui était parfaitement continu, ici, en un message qui va être constitué uniquement de valeurs particulières, avec donc des paliers qui sont à différentes hauteurs. Donc cet échantillonnage va être caractérisé par, on l'a dit, une période d'échantillonnage, c'est la durée qui s'écoule entre deux prélèvements, et cette période d'échantillonnage est liée à une fréquence d'échantillonnage qui correspond tout simplement au nombre de prélèvements, au nombre d'échantillons que l'on va récupérer par seconde. Donc une fréquence c'est en Hertz, les Hertz c'est l'opposé des secondes, c'est des secondes puissance moins 1, c'est équivalent. Attention donc dans le calcul à ce que la période, il y a une erreur là, c'est période, j'ai oublié de corriger, période d'échantillonnage, et cette période d'échantillonnage donc doit être en secondes, ce qui n'est pas toujours le cas sur les enregistrements. La deuxième étape et la troisième étape, c'est la quantification et le codage. Donc cette fois, on va faire un découpage horizontal. Voilà donc la courbe en palier que l'on avait obtenue après l'échantillonnage, et on va découper maintenant en des bandes horizontales. Pour savoir en combien de bandes on va découper, eh bien, il faut d'abord régler le convertisseur analogique numérique pour savoir si on va avoir beaucoup de codes, beaucoup de 0 et de 1 pour définir une valeur permise. Les 0 et les 1, il y a deux valeurs possibles. En anglais, on dit binary digit, et donc ce binary digit a donné par compression bit. Et en fonction donc du nombre de bits avec lequel on va coder, on va découper horizontalement le message obtenu en un certain nombre de valeurs permises. Si on décide de coder avec un seul bit,
il n'y a que deux valeurs possibles, soit 0, soit 1. Autrement dit, là, il faudrait donc, il n'y aurait que deux bandes horizontales, la bande correspondant à la valeur 0 et la bande correspondant à la valeur 1. Évidemment, ça n'a pas grand intérêt. Si on code avec 2 bits, là on va avoir 4 codes possibles, 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Autrement dit, on découperait horizontalement, là, tout cet éventail, toute cette plage de valeurs possibles en 4 bandes identiques. Là encore, c'est pas terrible. Donc, pour illustrer le principe, on va coder avec 3 bits, c'est-à-dire qu'on va avoir 8 valeurs possibles. Codage 3 bits, la valeur permise la plus petite correspond au code 000 et le code le plus important 111. Donc voilà ce que ça donne. On découpe horizontalement avec des lignes pointillées qui correspondent à toutes les valeurs permises, et il y en a donc 8. Chacune de ces valeurs permises correspond à un code. Et voilà les 8 codes. Alors maintenant, comment on va transformer les échantillons que l'on a en valeurs permises? Eh bien, vous voyez que le premier échantillon qui est ici, il est entre deux valeurs permises qui sont là et là, et on va lui attribuer la valeur permise la plus proche. Donc la valeur permise la plus proche, c'est la valeur supérieure, hop, comme c'est indiqué ici, et cette valeur permise correspond au code 111. La deuxième valeur qui est ici, vous voyez qu'elle est très proche de cette valeur permise qui est là, et cette valeur permise, voilà, correspond au code 100. Et ainsi de suite, on va attribuer donc chaque valeur échantillonnée, on va lui attribuer une valeur permise correspondant à un code. Et ensuite, donc si on fait l'ensemble des codes de tous les échantillons transformés en valeurs permises, eh bien on obtient ce code qui est ici et qui va donc traduire le message de départ, le message analogique que l'on avait. Alors évidemment, la courbe que l'on obtient là, alors c'est pas vraiment une courbe puisqu'elle est constituée de paliers, comme on le voit, c'est une courbe en escalier, ne ressemble pas beaucoup à la courbe analogique que l'on avait au départ, tout simplement parce que la qualité du codage, la qualité de la transformation n'est pas très très bonne ici. Comment peut-on faire pour améliorer la qualité de la numérisation? Alors vous avez vu qu'il y avait un découpage horizontal et un découpage vertical. Eh bien, c'est pas compliqué de voir comment on peut avoir une bonne numérisation. Commençons par le découpage vertical, donc l'échantillonnage. Deux images illustrent très très bien la situation. Si on prend une fréquence d'échantillonnage de 4000 Hz pour le message analogique qui est représenté en rouge. Donc 4000 Hz, ça veut dire qu'on échantillonne donc 4000 fois par seconde. Il y aura 4000 échantillons prélevés par seconde. Eh bien, vous voyez que dans cet exemple-là, les échantillons sont représentés par les points bleus qui sont ici. Si on relie avec une ligne brisée les différents points bleus, on voit que ça colle pas extrêmement bien à la courbe rouge de départ. Si on échantillonne maintenant avec une fréquence de 8000 Hz, donc 2 fois plus d'échantillons par seconde, eh bien la courbe obtenue, la ligne brisée obtenue, se rapproche beaucoup plus de la courbe rouge. Donc plus la fréquence d'échantillonnage va être élevée, et meilleure sera la numérisation. Alors, ça ne sert à rien de monter excessivement en fréquence, parce qu'on va le voir évidemment, ça coûte après en termes de place occupée par le fichier. On considère que si la fréquence d'échantillonnage est supérieure à 2 fois la fréquence maximale du signal, parce qu'évidemment quand on enregistre un son, une musique, un discours, la fréquence n'est pas identique, n'est pas fixe, on passe par des fréquences plus faibles, des fréquences plus élevées. Si la fréquence d'échantillonnage est supérieure à 2 fois la fréquence maximale, la fréquence la plus élevée, eh bien on a une numérisation qui est tout à fait correcte. Ceci constitue ce qu'on appelle le théorème de Shannon. Donc là, on a vu comment faire pour améliorer la numérisation avec un découpage vertical beaucoup plus fin. Il en va de même pour le découpage horizontal. Si on décide de coder avec
de bits, eh bien on va avoir 4 valeurs permises, donc on va avoir une courbe en escalier qui correspond donc à 4 niveaux possibles seulement, alors que si on utilise une quantification avec n égale 4 bits, 2 puissance 4, là on arrive à 16 valeurs permises, et donc notre courbe en escalier, eh bien elle va avoir 16 niveaux différents. La courbe, enfin la ligne brisée ici en bleu, se rapproche beaucoup plus du message analogique de départ qu'ici. Donc là encore, si on augmente grand N, le nombre de bits que l'on utilise dans le convertisseur, on va avoir un résultat qui sera de meilleure qualité. Donc plus le découpage horizontal et plus le découpage vertical est fin, meilleure est la numérisation. Alors tout ça, ça a un impact évidemment sur la taille du fichier numérique que l'on va obtenir. Si je prends l'exemple donc de cet enregistrement sonore, les informations nous donnent donc la taille du fichier qui est indiquée ici, et vous voyez donc l'indication 3,7 MO, 3,7 mégaoctets. Alors la taille d'un fichier, elle est exprimée en bits, mais plus souvent en octets. Un octet, on reconnaît la racine qui fait penser à 8, hein. Un octet, c'est 8 bits, c'est-à-dire qu'un octet, c'est la succession de 8 0 ou 1 alternatifs. Plutôt que de compter 1 par 1, on compte 8 par 8, on compte en octets. Donc la taille d'un fichier, c'est tout simplement le nombre de groupes de 8 bits que l'on va obtenir. Donc là, 3,7 mégaoctets. La taille d'un fichier dépend bien évidemment de la durée du son que l'on va enregistrer. Donc, si on analyse un petit peu les unités, on va trouver ce qu'il y a ici derrière le point d'interrogation. Je reprends. La taille du fichier, on a dit que c'était en bits ou en octets. Prenons les octets, c'est plus courant. Plus la durée de l'enregistrement est importante, plus évidemment la taille du fichier va l'être. Donc, quelle est cette grandeur qui, multipliée à une durée, nous donne la taille du fichier? Regardons les unités, j'obtiens des octets si je multiplie des secondes par des octets par seconde. Donc cette grandeur inconnue s'exprime grâce à une unité qui est des octets par seconde. Eh bien, qu'est-ce qui est caché derrière cette unité-là? C'est ce qu'on appelle le débit binaire. Le terme de débit ne vous est pas inconnu. Par exemple, on parle du débit de l'eau, hein, c'est le volume d'eau en une certaine durée qui va passer dans une canalisation, par exemple. Eh bien, le débit binaire, c'est le nombre d'octets qui va être transmis en un certain temps, donc là, en référence à la seconde. Le débit binaire, donc, qui s'exprime en octets par seconde, dépend donc du nombre d'octets, du nombre de bits qui vont être transmis, et le nombre de bits, ça vient du réglage du convertisseur analogique numérique. Hein. Est-ce qu'on a codé en 2 bits, 3 bits, 4 bits ou plus? Donc ça dépend du nombre n que l'on a sélectionné sur le convertisseur. Et vous voyez dans l'unité par seconde, donc qui fait référence à des secondes moins 1 ou des hertz. Et donc ça dépend aussi du nombre d'échantillons que l'on va avoir fait. La fréquence d'échantillonnage intervient aussi. Donc le débit binaire qui s'exprime en octets par seconde, c'est tout simplement grand N, le nombre de bits utilisés pour faire le codage, multiplié par la fréquence d'échantillonnage. Et donc, la taille du fichier est égale à la fréquence d'échantillonnage, multiplié par le nombre de bits utilisés pour faire le codage, multiplié par la durée. Et si l'enregistrement est en stéréo, et bien évidemment, chacune des voix va avoir la même taille, et il va falloir multiplier par 2, donc la taille du fichier. Voilà comment on obtient donc cette taille. Alors cette formule-là, vous voyez, je ne voulais pas balancer comme ça d'un seul coup, on est reparti de l'unité qui permet d'exprimer la taille d'un fichier, ça vous le savez, vous y êtes habitué, hein. Ça s'exprime en octets, kilooctets, mégaoctets ou peu importe, et à partir de là, en raisonnant de manière logique, on retombe sur une formule avec des grandeurs qu'on a définies préalablement. Et elle est relativement logique, hein. On a dit tout à l'heure que pour avoir une bonne numérisation, il faut que la fréquence soit importante, il faut que le nombre de bits soit important. Donc plus ces deux valeurs-là sont importantes, plus la taille du fichier va augmenter. Et évidemment, ça dépend aussi de la durée de l'enregistrement.
Donc voilà pour la taille d'un fichier. Maintenant, il est possible de compresser ce fichier pour qu'il ne prenne pas trop de place sur le support que l'on va utiliser. Alors pour illustrer cette notion de compression, je ne vais pas utiliser des sons, mais je vais utiliser des images. C'est plus visuel, c'est logique, mais c'est exactement le même principe. Donc là, vous avez 3 images. L'image originelle qui est ici, qui pèse donc 5,6 mégaoctets, et vous avez 2 compressions, l'une à 1,1 mégaoctets et l'autre à 268 kg. Quand on regarde globalement l'image, on ne voit pas de réelle différence. À l'œil nu, ça ne saute pas aux yeux. Il n'y a pas de, on va dire de baisse de qualité quand on regarde les 3 images. En revanche, quand on zoome sur une partie de l'image, et bien là on voit nettement que certains détails disparaissent lorsqu'on comprime l'image. Donc il faut faire attention à ne pas trop comprimer le fichier. Dans le cas d'un signal sonore, on pourrait perdre des nuances qui, pour des oreilles très exercées, seraient relativement désagréables. Comment est-ce qu'on va calculer le taux de compression ? Alors il y a 2 manières de calculer et de définir ce taux de compression. Soit tout simplement, c'est la taille de départ du fichier que l'on divise par la taille finale, ou bien, si on veut l'exprimer sous la forme d'un pourcentage, le taux de compression, donc comme c'est un pourcentage, il y a le fois 100 qui est ici, et donc pour savoir ce que l'on multiplie par 100, c'est 1 moins taille finale moins taille initiale. Alors, on va utiliser bien sûr les valeurs qui sont ici pour illustrer ces 2 calculs. 5,6 mégaoctets, 1,1 mégaoctet, on prend la compression intermédiaire, donc on peut dire que le taux de compression est égal à 5,6 divisé par 1,1, ce qui fait à peu de choses près 5. On a comprimé 5 fois l'image de départ pour obtenir celle-ci. Mais on peut également dire que le taux de compression est égal à 1 moins 1,1 taille finale divisé par 5,6, donc 1,1 sur 5,6 ça fait approximativement 0,2, 1 moins 0,2 ça fait 0,8, et je me rends compte que j'ai oublié des parenthèses, 0,8 fois 100 ça fait 80%. Donc quand on dit que le taux de compression est égal à 80% ou que on a comprimé 5 fois, ça revient exactement au même. Et vous voyez qu'avec un taux de compression de 80%, on perd de la qualité. En fait, on admet que quand le taux de compression est supérieur à 4, donc c'est bien le cas ici, et donc 4 ou 75%, ça revient au même, on a une perte de qualité. Là, pour les images, c'est des images JPEG, on perd en qualité. Dans le cas de fichiers sonores, ce sont des fichiers MP3 qui vont entraîner cette perte de qualité au niveau sonore. Donc voilà pour ce thème sur la musique. N'hésitez pas à me poser des questions et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.